Bonjour Salahedine. Bonjour Ali. On continue notre série d'entretiens sur un sujet qui est fondamental et très important, qui est la différence entre ce qu'on appelle une relation, qui implique le mot relier, Tout à fait. d'accord, et la notion de lien, qui est peut-être une version plus légère de la relation, en tout cas une sorte d'interaction sans nécessairement la liaison, ou en tout cas le fait de relier les deux partenaires. Explique-nous pourquoi l'évitant est plus en lien qu'en relation. C'est une très bonne question, Mali. Je te remercie pour la question. On en a déjà discuté dans de précédentes vidéos où Arnaud avait vraiment bien fait le lien entre les deux. Oui. Et donc, je renvoie les gens à cette justement. On va la mettre en lien. En lien, oui. Il me semble que c'était les conséquences relationnelles en quatre parties. Je pense, oui, tout à fait. Et c'est important. Pourquoi? Parce que dans la relation, on est relié à l'autre. Mais il y a un aspect affectif qui est important, un lien affectif qui est important, sur lequel l'évitant, lui, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il est à l'aise au début de la relation, et puis il devient de plus en plus très inconfortable avec l'idée de se dire, tiens, je dois être en relation affective avec quelqu'un, je dois pouvoir me mettre à nu émotionnellement, affectivement. Et donc, il va tout faire pour mettre une sorte de distance par rapport à la relation, pour pas se retrouver dans cette notion de vulnérabilité qu'on a déjà développée par ailleurs. Et donc, clairement, il va créer une sorte de gouffre, de distance émotionnelle, qui va faire penser au partenaire que là, on est plus dans le lien plutôt que dans le partage. Donc, quand il y a des bons moments, qu'il y a une activité, qu'il faut aller s'amuser quelque part, passer un bon resto à l'aise, quand il faut passer à des choses qui sont de l'ordre de l'expression des affects, de l'expression des émotions, de l'expression de partager, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, des projets en commun, le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir, etc. C'est compliqué pour eux. Là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que justement, ils se sentent reliés. Et le fait de se sentir reliés, ça les prive de quoi? Ça les frappe en fait dans leur architecture psychologique, leur hyper-indépendance, leur liberté. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et donc, on a des personnes qui vont être très présentes physiquement, vraiment présentes physiquement, ils sont là, tu peux compter dessus, tu as besoin de leur aide, ils sont là, mais affectivement, il y a une absence, d'affect. C'est ça. Donc, si tu veux, c'est là où il y a réellement une sorte de coupure qui peut se créer chez les partenaires, parce qu'ils disent, tiens, je suis avec quelqu'un qui est là physiquement. Parfois, c'est même, et on l'a déjà dit dans une autre précédente vidéo où je vais être un peu cru, mais c'est des personnes qui peuvent être très orientées sur leur dopamine, donc ils vont être très orientés sur l'activité, donc, et on peut être, par exemple, très proche dans l'intimité quand il s'agit d'actes, d'avoir une activité sexuelle. C'est ça. Et puis du coup, se retirer complètement. On se retire. C'est ça. Parce que là, c'est l'activité, ça déstabilise à fond. Et j'ai eu plusieurs personnes qui sont en lien et que j'ai eu en coaching avec moi, qui me disent vraiment, on est parfois déconcerté par leur maladresse, en fait. C'est-à-dire qu'ils recherchent en fait plutôt l'activité intime ici, et puis directement. Tout est dans l'activité. Mais là, je pense qu'on parle plutôt des hommes évitants, non? C'est vrai que c'est bien que tu le précises, c'est beaucoup plus les hommes, hein, clairement. C'est ça. Ou eux, c'est ça. Ils sont beaucoup plus dans... Mais c'est vrai qu'on a fait des recherches qu'on n'a pas encore partagées d'ailleurs dans notre chaîne sur les différences entre les femmes évitants et les hommes évitants. Et c'est vrai que ça s'exprime quand même d'une manière tout à fait différente. Et là, tu parles plutôt des hommes évitants. Chez les femmes évitantes, tu connais ça où? C'est plutôt la recherche de dopamine, c'est-à-dire on va vouloir partager des activités, des sorties, des concerts, des festivals, des bons moments, sans la sphère relationnelle qui est nécessairement connectée à tout cela. Et d'ailleurs, les couples Mali qui réussissent le mieux dans le temps quand ils sont avec les évitants, c'est les couples. Et ça, je te renvoie au livre de Amir Levin. Amir Levin, Attachement, où il dit clairement, c'est des couples où il y a une certaine organisation d'activités régulières. Ah oui, c'est ça. Donc le fait qu'ils soient en activité en permanence, ils aiment ça. Ça permet une sorte d'équilibre. Sauf que voilà, tu peux pas toujours le garantir à 100%, mais les couples où il y a ça, et d'ailleurs les couples qui fonctionnent le mieux chez les évitants, c'est que s'ils sont avec un partenaire qui voit très peu, parce qu'ils sont très très occupés, ou le partenaire est très occupé, ça dure. Et d'ailleurs, en fait, que la vie impose une forme de distance. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que pendant le Covid, on a eu un pic de divorce, parce qu'à un moment donné,
il y a absence d'activité. En tout cas, je ne vais pas faire de généralisation, mais c'est possible. Oui, oui. Et certaines personnes se sont retrouvées face à des partenaires, ont dû être beaucoup plus à l'écoute là où ils n'avaient pas l'habitude d'être à l'écoute. C'est ça. Et on a des personnes qui se sont rendues compte qu'en fait, entretenir une relation, c'est ce qui fait que ça dure, hein, c'est la relation. C'est le lien affectif, le lien émotionnel. Le lien, et c'est ce que recherchent par exemple les personnes de type anxieuse, par exemple, c'est vraiment de pouvoir nourrir, mais pas que, toutes les personnes en fait. Hein. Les personnes qui sont normalement constituées ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent compter, quelqu'un à qui ils peuvent dire ce qui ne va pas, quelqu'un avec qui on peut exprimer une vulnérabilité sans se sentir en danger, etc., etc. Explique-nous, alors, pourquoi est-ce qu'au début de la relation, on ne ressent pas cette distance? Et en fait, quand l'évitant commence une relation, en général, la chaleur relationnelle est très présente, il y a une forme d'enthousiasme. Et ce qui, en général, déstabilise souvent les partenaires d'évitant, c'est justement ce passage, qui est d'ailleurs graduel, entre le début de la relation où on ne voit pas finalement cette distance, le fait de refuser. Même dans il va dans le surinvestissement émotionnel. C'est ça. Et donc, au moment où il retire finalement cet élément qu'il a donné, il y a une phase où les partenaires d'évitant, bon, chez les anxieux, c'est encore pire, se demandent qu'est-ce qui se passe. Et donc, explique-nous un peu ce passage entre l'apparence de la relation du départ et la transformation de cela en un lien. Au moment où on met la distance, il n'y a plus l'élément de l'attachement. Je ne peux pas m'attacher, c'est un danger. Oh là là, il y a une entrave à ma liberté, il y a une entrave à mon indépendance. Toute cette relation me fait peur. Je mets à distance pour garder le contrôle. La centralité du contrôle est très importante. On n'en a pas parlé beaucoup. La centralité du contrôle est très importante. Donc, explique-nous ce passage entre le début de cette chaleur relationnelle et graduellement la mise à distance et donc le maintien du lien sans véritablement la relation. Bon, on l'a déjà évoqué dans une précédente probablement vidéo, mais on va le redire ici, c'est que la connexion, la recherche de connexion, elle est fondamentale. Elle est inscrite dans l'ADN de l'être humain. L'enfant, quand il est petit, Mali, quand il dit son besoin de connexion, il ne l'exprime pas avec les mots. Il l'exprime dans son être profond, comme quand tu as besoin de manger, tu l'exprimes dans ton être profond. Oui. C'est quelque chose que tu as, sauf qu'il n'a pas été écouté par rapport à ce besoin, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'évitant ou même l'anxieux. Hein, je veux dire. Et en tout cas, il y a une réponse qui a été donnée, qui est celle de se dire, tiens, je vais me débrouiller par moi-même, je ne vais pas trop compter sur l'environnement. L'environnement est insécurisant. C'est le fait de pouvoir dire mon besoin est insécurisant, mais le besoin en tant que tel, il est là. Il est réel, c'est-à-dire que c'est un besoin qui est profondément ancré dans l'ADN humain. Donc, cette partie de lui-même qui, après, à un moment donné, où il se retrouve seul, eh ben forcément, il va y avoir cette partie de lui-même qui recherche cette connexion. Il va rechercher à se remettre en relation avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un. On va chercher cette connexion qui est une connexion fondamentale. Cette connexion fondamentale va l'amener à développer certains comportements, c'est les comportements de suradaptation. Lui aussi va se suradapter, il va surévaluer ses compétences relationnelles. Et ça, on en a déjà discuté dans une précédente. On a parlé de suradaptation. Il n'a pas réellement de cadre de référence exemplaire qu'il pourrait reproduire, donc il part sur des modèles, mais qui sont des modèles fictifs, ce qu'il a vu à la télé, ce qu'on a entendu parler, peut-être, voilà. Et il va surqualifier, si tu veux, ses compétences relationnelles aussi. Et ça, on est dans le dessin projectif. Ah oui, on avait fait là-dessus. Je vais te donner, on va rentrer dans le projet de l'autre, Pourquoi? Parce qu'il recherche cette connexion, il veut pas, et surtout que lui va davantage plus le chercher, cette connexion, qu'il a eu cette blessure de honte et de rejet dès le départ, où il s'est senti mis à l'écart. On fera une entrevue sur cette question. Tout à fait, je pense qu'elle est très importante. Tout à fait. Et donc, lui, plus que les autres, il va vouloir montrer que, en fait, il vaut la peine. Il est capable. Il vaut la peine. Mais ce qui va se passer, on l'a déjà développé aussi, donc c'est qu'à un moment donné, il va rentrer en connexion, et une fois qu'il va rentrer en connexion, tu as son style d'attachement qui va s'activer. L'évitement qui va s'activer. Effectivement, l'évitement qui va s'activer. Et plus l'évitement va s'activer, plus une partie de lui va prendre le dessus, qui est aussi très inconsciente, et qui va petit à petit, progressivement faire son travail. Et c'est ce qui fait que le partenaire va petit à petit commencer à se sentir en lien plutôt que dans une véritable relation. Tout à fait, parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer,
c'est que pour pouvoir être dans la relation, on l'a dit là tout à l'heure, il faut pouvoir être dans une sorte de vulnérabilité émotionnelle, affective, dire ce qui ne t'a, par exemple, ce qui n'a pas été dans la journée, mettre des mots sur tes émotions, mettre des mots sur tes sentiments, parler à l'autre en termes de... Lui est très dans la mentalisation. Il est vraiment dans la mentalisation à fond. Donc la sphère émotionnelle, elle est très, très, très faible, en tout cas par la suite. Hein. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a ce gouffre qui se crée. C'est ça. Et de l'autre côté, tu as des besoins qui s'expriment parce que j'ai besoin de pouvoir me projeter avec toi, j'ai besoin de me sentir en sécurité avec toi, j'ai besoin que tu m'intègres dans tes projets, mais tu me le fais pas, j'ai besoin que tu m'écoutes et qu'on soit pas juste dans de l'activité. On peut dire aussi ce qui me... Et lui, il n'aime pas ça, par exemple, le fait que tu viennes dire voilà, en tout cas, il est inconfortable. Je veux pas dire il n'aime pas parce que je vais généraliser. Il est dans l'inconfort quand les personnes viennent et parlent de leurs émotions. Oui, tu sais, aujourd'hui, ça n'a pas été, je me sens triste. Oh, très inconfortable avec ça. Pourquoi? Parce que ça projette ce qui, lui, arrive à du mal à faire. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, si tu veux, Malik, qui se met en place, qui fait qu'à un moment donné, on est en train de mettre, en fait, si tu veux, une sorte de muraille entre moi et le partenaire. Donc, quelque part, il va inconsciemment saboter. Il sabote, c'est de l'autosabotage, clairement. C'est ça. Il va le saboter inconsciemment, en fait. C'est de l'autosabotage à tout point de vue. Ça, alors, c'est important qu'on parle de cela, parce que déjà, il y a une chose qui est quand même assez importante, je pense, parce qu'on a eu pas mal de commentaires d'évitants qui nous demandaient, mais finalement, au nom de quoi vous définissez la relation? Et c'est vrai que à partir du moment où nous, on fait une entrevue sur la différence entre une relation et un lien, c'est qu'on a une définition en tête de qu'est-ce qu'une relation et qu'est-ce qu'un lien. Et que cette définition, elle n'est pas soumise à l'interprétation individuelle. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle d'une relation, qu'est-ce qu'une relation saine? Une relation saine, c'est une relation entre deux sujets, pas un sujet et un objet. Donc, deux sujets qui sont dans une forme de réciprocité. C'est-à-dire, en fait, voilà, je te considère comme un sujet, je suis un sujet, tu es un sujet, et basé sur un minimum de devoirs et de responsabilités, alors que le lien est plutôt une forme de interaction que j'ai avec toi, où c'est pas que je vais pas te prendre en considération, mais tes besoins ne sont pas ma priorité du tout. C'est-à-dire que toi tu as tes besoins, moi j'ai mes besoins, et moi en cherchant à combler mes besoins, si j'arrive à combler les tiens par effet secondaire ou par ricochet, tant mieux pour toi, et si c'est pas le cas, tant pis pour toi. Alors que plutôt dans la relation, on va plutôt rechercher à prendre en compte les besoins de l'autre en tant que l'autre. Et c'est très important de dire, en fait, qu'est-ce qui déstabilise essentiellement les partenaires d'évitant, de ce qu'on entend dans les commentaires, c'est que au départ, on a l'impression qu'ils cherchent vraiment une relation. Ils viennent vraiment avec comme tu le disais, avec une volonté d'être dans une chaleur relationnelle. Et puis, tout à coup, graduellement, ils commencent à mettre une forme de distance. De distance, tout à fait. Et tu te retrouves, en tout cas, en tant que partenaire, ce que les partenaires décrivent, c'est que ils savent plus trop dans quoi ils sont. En tout cas, c'est ce que toi, tu entends dans tes coachings. Et ils se retrouvent à un moment donné dans un lien, et c'est plus trop une relation. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça met le partenaire dans un tel inconfort? C'est-à-dire que se retrouver dans un lien plutôt qu'en relation. Explique-nous un peu qu'est-ce que ressentent les partenaires d'évitant que tu as pu avoir en coaching et qui se plaignent toujours de cela. Au-delà de ce que j'ai pu avoir en coaching, ce que dit la littérature scientifique par rapport à ça, Mali, c'est que un couple, ça prend en considération les besoins de l'autre. Ok? C'est ça. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Le fait de donner la main à ta compagne ou ton compagnon, si c'est important pour lui parce qu'il se sent exister, c'est important de faire l'effort et de l'entendre. Ici, à partir du moment où ce besoin n'est pas pris en compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être dans une sensation d'insatisfaction. Ok. De frustration. Et de frustration. Ok. Et c'est cette sensation cumulée qui va faire qu'à un moment donné, certains partenaires vont se suradapter, vont dire qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pouvoir me retrouver comme ça mis à distance. Donc ils vont encore davantage plus surinvestir la relation, mais plus ils vont la surinvestir, plus de l'autre côté, quand elle s'est activée, il va mettre de la distance, parce qu'il va sentir ça comme une sorte d'intrusion. Et tu l'as dit dans une précédente vidéo, l'amygdale est activée et on se sent vraiment menacé. En danger, menacé. Ouais. Donc plus on va se sentir menacé, plus on va être dans une logique de repli, de fuite ou bien de lutte. Ok. Là où il faut pouvoir entendre tout simplement que le partenaire a des besoins et que je dois pouvoir faire un effort, parce que c'est mon devoir aussi, entre guillemets,
de le faire, de pouvoir dire, tiens, je vais mettre cette personne qui compte pour moi aussi, lui donner ce qu'elle a besoin pour pouvoir se sentir bien. Okay. Et là, il y a une sorte de difficulté. Parce que la difficulté chez l'évitant, plus particulièrement, c'est qu'il est tellement dans son confort psychologique à lui que il va pas voir, en fait. Il y a des angles morts qu'il veut pas voir. Il veut pas voir que l'autre, ce qu'il demande, c'est légitime. Après, je dis pas qu'il y a parfois des relations qui peuvent justement... bon, on va pas revenir ici sur la relation anxieux-évitant, mais c'est quand même un point important, c'est que l'anxieux, lui, va effectivement surinvestir émotionnellement cette relation, mais ce surinvestissement émotionnel qui est parfois disproportionné, va davantage plus enfermer l'évitant dans sa prise de distance. D'accord. Donc il y a une sorte d'équilibre à avoir qui doit être un équilibre juste, un équilibre qui est réel, un équilibre qui est empreint de vraiment un amour sincère à se dire, tiens, l'autre a besoin de cette connexion, et ben je vais lui donner. Parce qu'il me fait confiance. Et tu veux dire que tu sens peut-être que l'évitant, en tout cas celui qui n'a pas vraiment fait un travail sur lui et qui n'a pas conscientisé son évitement, ne prend pas en considération du tout, on en a déjà parlé, hein, les besoins du partenaire. Très compliqué. En fait... Il n'est pas programmé pour ça. C'est triste à dire, mais c'est ses besoins qui priment avant les autres. Oui. Donc c'est-à-dire, si à un moment donné, excuse-moi, il a besoin... d'une activité parce que ça lui fait du bien. Si derrière ça peut profiter à l'autre, et ben tant mieux. C'est ça. Donc on en revient à ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire en fait, moi je cherche à combler mes besoins. Si par ricochet ça comble celui. Tout à fait. Mais ça c'est très réel chez des évitants. C'est-à-dire que et c'est là où par exemple dans il y a une frustration très importante chez eux qui génère, par exemple chez les hommes particulièrement. Oui. Si on a besoin d'avoir des rapports sexuels, et ben, là, on est disponible. C'est ça. Oui, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. On va pouvoir, donc l'autre le voit très mal, parce que c'est-à-dire c'est quand la personne le veut. Quand lui... c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est l'évitant qui décide. C'est l'évitant qui décide. C'est ça. Et ça, c'est très... allez, Arnaud, pour revenir, parce que ça me vient comme ça, c'est l'histoire de cette poupée qu'on... Oui. Toujours dans les 4 premières entrevues sur les conséquences relationnelles. Ouais. On parlait de l'histoire de la poupée. Je ne sais plus si c'est dans la 2e ou la 3e partie. Rappelle justement l'histoire de la poupée pour les... C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que l'évitant est un profil qui quelque part considère le partenaire, je sais que c'est pas beau à entendre, mais comme une forme d'objet. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une objectisation, il y a une chosification, une objectisation du partenaire. Et en fait, comme il est dans un contrôle total de la dynamique relationnelle, il aimerait pouvoir aller chercher cette poupée, finalement. C'est du contrôle. C'est du contrôle total. On cherche à aller chercher la poupée quand on le veut, la déballer quand on le veut, la remballer quand on le veut, et elle ne doit pas se plaindre. Ça, c'est une relation idéale pour l'évitant. C'est en fait, l'autre n'est plus un sujet, il est un objet. Et donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel je pense qu'en thérapie, tu travailles beaucoup. Ça veut dire, tu apprends à l'évitant à prendre en considération l'autre en tant que sujet. C'est-à-dire en tant que sujet qui a des besoins, en tant que sujet qui veut s'exprimer et finalement clarifier quelque part le cadre relationnel qui devient finalement flou quand on devient dans un lien. Quand on rentre dans un lien. Tout à fait. C'est compliqué. Les personnes qui viennent en séance ont déjà une certaine prise de conscience. Hein. Ces gens qui souffrent beaucoup, Mali, c'est les gens qui vivent encore actuellement avec des évitants, surtout quand ils sont dédaigneux sévères. Ça, c'est difficile. Eux, c'est vraiment très difficile parce qu'ils sont dans une logique très hautaine, très dans le sarcasme. C'est ça. Et ils peuvent rabaisser les autres parce que tout le monde a trop de besoins, en fait. Ouais, tout à fait. Le créatif est beaucoup plus silencieux et beaucoup plus avenant, ne veut pas les conflits. Donc on peut être dans une logique où on trouve un certain équilibre avec eux plus facilement qu'avec les dédaigneux sévères. Où là vraiment c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc ta question par rapport à ça, c'était... Mais c'est justement à partir du moment où on parlait de l'histoire de la poupée, et à partir du moment où le partenaire est chosifié. Oui, c'était ça. Donc le dédaigneux, lui, va faire beaucoup plus ça. Il va être beaucoup plus dans... Pourquoi? Parce qu'il veut garder le contrôle. Il ne veut pas se sentir vulnérable. Lui, beaucoup plus que le craintif. Beaucoup plus que le craintif. C'est ça. Mais donc voilà. Donc, mais selon toi, en fait, à partir du moment où justement le partenaire se rend compte que on est rentré finalement dans un lien et c'est plus ce qu'il désire, parce qu'en fait le partenaire, que ce soit un anxieux ou un insécure, cherche plutôt la relation.
tes conseils, c'est de ne pas accepter, finalement. C'est de ne pas accepter d'être dans un lien là où on cherche plutôt une relation. C'est un conseil. C'est rhétorique ce que je vais te dire. Oui. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Donc je l'ai déjà dit. Compliqué, parce que parce qu'à un moment donné, il faut bien comprendre. Parce que souvent, on a des personnes qui se retrouvent engluées dans des situations comme celle-là, et elles ont conscience que ça ne va pas, mais elles ont du mal à s'en sortir, à sortir de tout ça. C'est parce que c'est très complexe. C'est pas des choses aussi simples et se dire tiens voilà, je quitte. Il faut être déjà assez sécure dès le départ. Cette sécurité dès le départ, on l'a pas comme ça de manière innée. On l'a peut-être, il y a peut-être une proportion qui est de manière innée, mais on l'a beaucoup par l'éducation dans laquelle on va être, la sécurité affective dans laquelle on va grandir. Mais tout le monde n'a pas cette sécurité affective. Et certains vont se mettre en relation pour combler des manques qui sont profonds et qui font qu'à un moment donné, derrière une relation qui se passe mal, il y a quand même quelque chose qui se rejoue de l'ordre de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. C'est pris mal. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que inconsciemment, ils ont du mal à sortir de ça. Donc effectivement, oui, tu as raison. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, à un moment donné, si on voit que la personne est beaucoup plus dans le lien que dans la relation, et qu'on ne s'y retrouve pas, et le curseur le plus juste qu'une relation n'est pas conforme, c'est la sensation que tu vis. C'est ça. Parce que tu peux intellectualiser, dire oui, le pauvre, la pauvre, elle a fait ça, mais la relation que tu vis est une relation très inconfortable. Et quand tu vas à contre-courant de cette relation, de cette sensation, excuse-moi, il va y avoir clairement, à un moment donné, un point de rupture. Parce que ça ne peut pas être différemment. Donc, c'est soit ton corps qui va lâcher, soit à un moment donné, il va y avoir... tu vas avoir marre de cette suradaptation qui a créé une sorte de suragitation. Et puis, à un moment donné, non, j'en ai marre, je passe à autre chose. Donc, oui, dès le départ, c'est important de mettre le haut là et de se dire, tiens, si dans ce qui m'est proposé ici, je suis en train de m'étouffer de l'intérieur parce que je sens que c'est pas quelque chose qui me convient, il faut pouvoir mettre le haut là. Mais c'est pas facile, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le développer avant, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce qu'ils vivent, et s'ils n'ont pas un environnement sécurisant autour d'eux, des gens à qui ils peuvent parler. On a vu par exemple certains partenaires qui sont en couple avec les évitants, quand ils mettent fin, retournent parfois avec eux. Oui. Et c'est d'autant plus vrai que si ce partenaire n'a pas, on va dire, des personnes autour d'eux qui peuvent les aider justement à couper, eh ben, il peut plus facilement retomber. Et ce qui se passe en fait, c'est que je pense que la plupart des partenaires relatent le fait que après avoir eu cette période de chaleur relationnelle, au moment où le lien s'installe graduellement petit à petit, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, un des objectifs de nos entrevues ici, c'est d'expliquer tous ces processus pour que les gens comprennent finalement dans quoi ils sont. Et donc, les partenaires qui viennent chez toi et qui finalement sont dans une logique d'incompréhension de ce qui arrive, toi, les conseils que tu leur donnes essentiellement, c'est de très vite mettre des limites et de très vite mettre un cadre relationnel. Et si la personne en face ne respecte pas ces limites et ce cadre relationnel qui est finalement nécessaire pour la relation, d'accepter finalement de sortir de cette relation. C'est ça tes conseils, essentiellement. Donc, mes conseils, Mali, d'abord, c'est s'écouter, vraiment d'apprendre à s'écouter. Parce qu'en fait, la sensation que tu vis, elle ne te trahit pas généralement. Ok, je le dis souvent, je le répète beaucoup, mais c'est important de pouvoir se reconnecter vraiment à ses sensations, à son corps, et moins à son mental qui est en train de parfois jouer des tours. Et donc, effectivement, la suradaptation a sa limite. C'est-à-dire que le partenaire, une fois qu'il est en lien, en relation avec quelqu'un, et puis qu'il se rend compte qu'il est en lien et plus en relation, si à un moment donné, il voit qu'il n'y a pas de réel effort de l'autre côté par rapport à la prise en considération de ses propres besoins, de la mise en place de routines qui peuvent les aider à aller mieux, le fait de pouvoir changer certaines habitudes, etc., etc., il est en droit de se poser la question de se dire, tiens, est-ce que là, dans quoi je suis en fait? Est-ce que vraiment je suis dans quelque chose qui m'épanouit ou quelque chose qui est en train de me réprimer? Après, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas facile pour le partenaire de quitter, ok? Parce qu'il y a une couche émotionnelle qui est quand même assez importante, surtout qu'on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que quand on est en lien avec
les personnes avec un style d'attachement évitant, il va y avoir une surexcitation au départ, parce que la personne est là, C'est ça. elle répond à tes besoins. Et donc, tu avais donné de manière très juste l'exemple de la personne qui gagne au casino un certain montant et qui est motivée par l'excitation dans laquelle il vient de vivre. Ben, il a envie de revenir à ça. C'est ça. Il comprend pas ce qui lui arrive. Il comprend pas pourquoi il est mis à l'écart. Il comprend. Et donc, cette incompréhension de mise à l'écart va donner deux réactions. Soit une réaction de suradaptation, et ça, on va beaucoup le retrouver chez les anxieux, qui vont se suradapter avec la limite. Et là, il souffre beaucoup. Ils souffrent. Moi, j'ai énormément d'anxieux qui, vraiment, quand je leur pose la question sur, on va dire, sur la ligne de vie de leur relation, Oui. ils se rendent compte de manière assez répétée que ça n'allait pas, en fait. C'est ça. Donc, qu'on reste quand même en espérant que l'autre change. Sauf qu'à un moment donné, parce que c'est toi qui dois changer, qui va faire que... Ils sont toujours dans l'espoir de retrouver ces moments tout à fait. de la chaleur relationnelle. Tout à fait. En tout cas, je te remercie, Salahedine, pour cette entrevue sur le lien et la relation. Je te remercie. Et nous continuerons très rapidement avec le reste des mots et concepts que les évitants comprennent différemment. Merci à toi. Merci beaucoup.